Robuste. Est-ce que ce terme vous dit quelque chose? Si vous traînez sur LinkedIn, ça vous arrive souvent de tomber sur ce genre de post qui vous explique que telle technologie ou framework est évidemment robuste et que c'est la solution. Mais finalement, c'est quoi du code robuste? Alors évidemment, comme tout le monde, quand je ne connais pas un mot, qu'est-ce que je fais? Je tape dans Google tout simplement pour avoir sa définition, donc je cherche en tout premier robuste. Donc là j'apprends que robuste est un adjectif qui désigne quelque chose de fort et résistant de par sa constitution solide. Bon, on dit comme ça, c'est vrai que la définition donne quelque chose d'assez difficile à paralléliser avec du code, mais il y a quand même des concepts assez intéressants qu'on peut dégager de ces mots. Fort pour l'instant, c'est un peu abstrait. Mais pour résistant, on a une notion de durée, et je dirais même qu'on peut parler ici de contraintes ponctuelles dispersées dans le temps. Les contraintes seraient tout simplement des erreurs qui pourraient se glisser dans notre code. Mais résistant à quoi finalement? Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Et de par sa constitution solide, signifie que toute sa structure a été pensée en amont, et c'est ce qui résulte qui est fort et résistant. Dans le développement, on utilise d'autres mots pour désigner un code robuste. On parle plus de lisibilité, de prévisibilité et de maintenabilité. Pour la lisibilité, ça peut être assez simple. Vous avez des outils comme ESLint Formatter ou alors Prettier ou Biome, si vous êtes dans l'environnement JavaScript, qui peuvent vous aider à formater votre code correctement. Et honnêtement, la lisibilité ne repose pas uniquement sur l'indentation de votre code, même si elle est très importante. En réalité, ce qui va faire qu'un développeur va comprendre votre code, c'est qu'il a finalement le même mindset que vous. Pour cela, il suffit de définir des normes qu'il faut respecter partout dans votre codebase. Alors si vous êtes dans des cas de refacto avec justement des codebases qui n'ont pas su avoir ces normes-là, il va vous falloir à vous et vos équipes les définir pour faire en sorte de résoudre les problèmes similaires de la même manière. Dans des langages un peu plus orientés fonctionnels, en fait, le langage propose énormément de fonctions pour résoudre des problèmes simples, mais une quantité tellement énorme que finalement, chaque problème que vous allez rencontrer sera résolu par une de ces fonctions. Ce qui fait que le langage est par lui-même très lisible parce que chaque problématique se résout de la même manière vu qu'une fonction y est associée quelque part. Pour la prévisibilité, déjà la première chose que vous allez faire, c'est jeter tous vos try-catch et vos throws à la poubelle. Des langages comme Golang l'ont très bien compris et c'est pour ça que les fonctions peuvent retourner des tuples pour indiquer le résultat et peut-être l'erreur qui est associée. Mais alors, pourquoi se débarrasser des erreurs? En fait, les langages typés ou non typés, ils ont le même problème. On ne sait pas qu'est-ce qui peut revenir jusqu'à un try-catch. On ne sait pas quelle erreur, aucune signature dans le typage indique qu'une erreur va arriver, et ça c'est un problème. Ça rend votre code complètement imprévisible. Y aura-t-il toujours un try-catch adapté pour l'erreur que vous allez throw? Mais ça on ne le sait pas, et même on ne sait même pas qu'une fonction va throw une erreur. Donc déjà, oubliez complètement cette mécanique, elle est imprévisible. Je vous propose une solution pour résoudre ça un petit peu après. Dans la prévisibilité, évidemment, ce n'est pas le seul élément. Il y a autre chose qui souvent nous pose problème à nous développeurs, surtout quand on fait de la POO, en fait ce sont tout simplement les mutations. Il y a la mutation d'une propriété d'un objet, mais il y a aussi la mutation d'une variable dans son ensemble. On a déjà tous fait, on n'est pas fier bien évidemment, des boucles for ou while avec une variable à l'extérieur. On va venir muter son état au fur et à mesure que la boucle avance, mais il nous arrive à plein de moments de finalement pas très bien contrôler cet état et avoir un résultat imprévisible, surtout inattendu à ce qu'on souhaitait. Ce qui est bête, car la prévisibilité, c'est la résistance à l'imprévu. Comment ça se fait qu'on n'avait pas prévu et que ça nous a causé une erreur? Une question qu'on peut vraiment se poser, c'est est-ce que les mutations sont toujours prévisibles? Alors là, c'est compliqué, parce que dans le paradigme de la programmation orientée objet, c'est un petit peu le cœur. C'est en fait finalement essayer de créer des effets de bord contrôlés. Mais d'expérience et en tant que développeur plutôt orienté fonctionnel, je pense que c'est une blague de vouloir contrôler les effets de bord. Il arrive toujours un moment où on se fait rattraper et quelque chose justement d'imprévisible survient. Le mieux, c'est de travailler qu'avec des variables constantes. De cette manière, on peut être sûr que ça ne change jamais, donc que tout est prévisible. Je vous montrerai quelques exemples et ça vous permettra de mieux comprendre parce qu'effectivement, quand on parle de variables et de constantes, finalement, c'est un peu contradictoire. Le but d'une variable, c'est de varier. Comment ça se fait que là, on arrive à travailler en ne variant pas justement? Je vous spoile pas, ça arrive tout à l'heure. Et en dernier point, on a la maintenabilité. Alors la maintenabilité, ça regroupe finalement la lisibilité et la prévisibilité. Ça peut pas être maintenable sans être lisible ni prévisible, ça paraît évident. Mais en fait, ça apporte également une dimension humaine. Parce qu'en réalité, un programme, pour un ordinateur, il est de fait lisible et prévisible, vu qu'il l'exécute. Maintenable, ça apporte le sujet pour qui doit être lisible et prévisible. Pour un autre être humain. Donc finalement, du code maintenable, est-ce que ça serait pas du code robuste? Eh bien, presque. Du code robuste est forcément du code maintenable. Mais il y a un petit élément en plus qui rentre en compte. Finalement, du code robuste, c'est un code où la maintenabilité demande le moins d'efforts possible. Si je prends un exemple simple, dans lequel vous avez plusieurs conditions. Imaginons
une structure où nous avons un utilisateur qui a plusieurs rôles, administrateur, modérateur ou default. Bah finalement, si vous venez rajouter un de ces rôles-là, votre else if, qu'est-ce qui va vous indiquer qu'un rôle a été ajouté? Bah, soit vous avez fait des else if pour chacun, et du coup vous terminez par un else, et donc dans ce cas-là, le nouveau rôle sera dans ce else, et donc là en fait la maintenabilité demande un effort, parce qu'il vous faut repasser sur ce fichier-là où il y a ce else if pour remarquer que ça pose un problème. Si vous utilisez du pattern matching exhaustif, alors ça peut faire un peu peur. Mais globalement, en fait, c'est un else if, de la même manière, sauf que lui, il va vous indiquer quand il y a un nouveau cas. Et donc là, ça prend tout son sens. Vous n'avez plus à faire l'effort de connaître toutes les fonctions dans lesquelles votre structure est appelée, dans lesquelles votre utilisateur est appelé. Non, votre compilateur ou votre, en tout cas, type checker, va juste s'exécuter, se lancer et dire « Attention, ici ça ne va pas fonctionner, il manque un cas ». Et donc la maintenabilité est beaucoup plus simple dans ce cas de pattern matching exhaustif. Ce que j'aime bien dire finalement, c'est que mon travail, c'est principalement de modifier les structures de données, donc mes schémas, et puis après de corriger des lignes rouges. Parce que quand vous avez un typage qui est très fort dans toutes vos applications, mais vraiment du back vers le front, ça c'est très important, et bien vous n'avez plus vraiment d'effort à implémenter. Vous n'avez plus qu'à comprendre la ligne rouge qui vous indique « Ah bah ici, le type n'est pas compatible » et à adapter. Et donc ça ne me demande pas d'effort de maintenir, donc j'ai un code qui est robuste. Et justement, j'en viens à la question de tout à l'heure, robuste et résistant. Résistant à quoi? Résistant à moi en tant que développeur, parce qu'il n'y a que moi qui vais intégrer des erreurs. C'est de ma faute si ça ne marche pas. Le problème est souvent entre la chaise et le clavier, on va pas se mentir. Donc finalement, il va être robuste à mon utilisation et il va m'empêcher de faire n'importe quoi. Parce qu'en amont, j'aurais créé finalement des règles qui se seront appliquées dès que je souhaite coder ou implémenter. Si je vais changer un de mes contrats, bah toute mon application pète. Vous allez me dire, ah non, il y a 100 lignes où l'application casse. Et vous imaginez, il y a 100 lignes où on m'indique, où j'ai juste à naviguer dessus et à légèrement corriger pour que mon application fonctionne correctement. Vous imaginez un monde où ces 100 lignes, j'aurais dû les faire moi-même. J'aurais dû deviner où elles sont. La robustesse, elle est là, que mon code est résistant à moi, donc résistant aux erreurs que je pourrais intégrer. Et il faut bien comprendre que je ne parle pas de runtime. Là, je parle bien de la phase de développement. Avant même que ce soit exécuté, je suis déjà capable de dire que mon code va causer une erreur ou non. Mais du coup, pas qu'une erreur technique, mais surtout une erreur métier. Je sais que certains me parleront de TDD, c'est une très bonne pratique, je ne vais pas le critiquer, mais pour moi, en fait, le test unitaire, en fait, c'est un coup dans la maintenance de mon code. Si on part du principe que le but, c'est d'avoir la maintenance la plus simple possible pour du code robuste, en fait, il y a des manières de coder qui vont faire en sorte de limiter la quantité de tests unitaires qu'on va devoir faire sur notre code pour qu'il fonctionne. Bon, je vous ai assez fait patienter, je vous propose tout de suite de passer aux exemples. Bon, pour ce premier exemple, on va parler de comment se passer des try-catch et des throw errors. On va faire simple. On commence avec une structure user, une structure product et une fake base de données, parce qu'encore une fois, là ce qui nous intéresse, c'est pas le runtime, mais juste le typage. C'est ça qui va nous indiquer si ça fonctionne ou fonctionne pas. Alors si on faisait la méthode avec les throw errors, qu'est-ce qui se passerait? Donc je commencerai par forcément chercher mon user. Ici je ferai du coup un database.user.find et du coup ici il me faut mon ID, donc ici je passe mon user ID, tac, et ici je ferai un, faut pas que j'oublie await, parce que c'est un appel à une database, attention, if user n'est pas défini, alors, alors ici je vais throw new error user not found. Alors super, on me dirait, on va dire c'est pratique, je pourrais même me créer une erreur custom externe de error pour faire en sorte que si je throw, je puisse vraiment savoir c'est laquelle. Mais là si on regarde encore une fois, un promise de void. L'erreur n'apparaît absolument pas dans la signature de la fonction. Et ça, c'est un grave problème parce que du coup, le typage donc ne suit pas, donc on ne saura jamais vraiment ce qui se passe dans cette... on ne saura jamais vraiment ce qui se passe dans cette fonction finalement. Donc ici, await. Ici, je reçois bêtement un void. Bah oui, parce que ce throw error n'est pas indiqué. Et j'aurais beau le mettre dans un try catch si je souhaite.
bah derrière, non seulement l'erreur n'est pas indiquée, mais en plus le try catch ne sait pas quelle erreur il va catcher. Donc en fait, c'est vraiment une double peine. Non seulement vous pouvez pas prévoir toutes vos erreurs au niveau du try catch, donc déjà c'est une première perte, vous êtes sûr et certain que des erreurs métiers vont passer à travers. Parce que les erreurs techniques, j'allais dire, c'est les erreurs qui sont vraiment imprévues. Si vous avez vraiment des problèmes de mémoire, votre base de données s'est déconnectée, ou n'importe quel de ce type d'erreur, bon, là on peut accepter que c'est une erreur technique qui ne provient pas de votre code. Bon, ça dépend si vous avez fait un peu n'importe quoi. Mais partons du principe que vous avez codé ça correctement. Mais pour une erreur métier, là, l'user not found, bah ici, ça ne me prévoit pas, et donc forcément, je vais un jour oublier. Et ça, c'est sûr et certain, que ce soit 10 minutes après, ou dans 2 ans, ou même juste quelques jours, en fait. On n'est pas la même personne, on est les développeurs, nous sommes vraiment les personnes les moins fiables. On code dans tous les états, et tous les jours. Donc il faut prévoir, il faut finalement se mettre des sécurités pour faire en sorte que le nous de demain, ou le quelqu'un d'autre d'un autre jour, puisse arriver et faire le moins d'erreurs, et même l'idéal, c'est aucune erreur avec le code qu'on a produit. Et donc là, on peut bien voir que, évidemment, ça va causer des erreurs. Dès qu'on utilisera cette fonction-là, il y aura des erreurs. Alors, quelle serait la solution idéale? La solution idéale, selon moi, c'est d'utiliser un élément du fonctionnel. Ça s'appelle either. Either, littéralement, ça veut dire soit. Les either, t'as right or left. Donc c'est un petit jeu de mots, right pour ce qui est correct, mais ça s'écrit comme droite, et left, du coup ce qui est à gauche, pour le coup ce qui va être incorrect. Donc là, pour le coup, on a un user not found. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va return, hop, either, point, on pourrait mettre un return error. Donc là, ça attend une valeur. On pourrait mettre un nul, par exemple. Bon, c'est pas forcément très intéressant, parce que là, j'ai que une indication nulle. Moi, ce que je veux, c'est préciser spécialement. Eh non, ici, ce qui manque, c'est un user, parce que en plus, si on continue derrière, qu'on répète cette opération, parce que n'oublions pas, nous avons également un product à trouver. Product. Et là, du coup, c'est product qu'on souhaite avec product ID. Voilà. Et ben, ici, donc, product or nul, on vérifie s'il est défini ou pas, et s'il n'est pas défini, on mettrait un horaire nul. Bah, c'est, en vrai, pas très intéressant, parce que du coup, on n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Ce qui pourrait être fait, c'est d'utiliser directement un left, encore une fois, pour bien préciser quel est le problème, en fait. Quelle est l'erreur métier, et exactement comment on va pouvoir la traiter. Ça, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de cette manière-là, vous allez voir, on va pouvoir, not found, on pourra avec minutie, grâce au typage, savoir d'où vient le problème. Donc si je reçois ce either left là, avec le not found, user not found, c'est parce que je n'ai pas trouvé de user. Donc là, derrière, après, dans notre contrôleur, on pourrait envoyer un 404 avec une info spécialement pour le user, par exemple, en disant que c'est le user qui n'est pas trouvé. Du coup, je propose qu'on fasse pareil exactement pour le product. Donc là, ici, c'est product not found. Et là, du coup, on voit bien user not found, product not found. Donc voilà, on a nos erreurs, mais bon, on a aussi un cas positif. Dans ce cas-là, je vais utiliser un write pour désigner le cas positif. Je peux faire un either.write. Je pourrais mettre une option, je pourrais mettre un success directement. Là, pour le coup, on n'a pas grand-chose à mettre. Donc moi, je dirais OK, donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Bam, j'exécute. Donc ici, j'ai en résultat soit un user not found parce que je ne l'ai pas trouvé, soit un product not found parce que je ne l'ai pas trouvé, soit un either OK, donc tout s'est bien passé. Bon, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que permet réellement de faire le left et le right? Quel est l'intérêt en fait d'utiliser ça, d'utiliser des monades justement? Alors, en fait déjà ce sont des choses qui sont identifiables, qui portent non seulement une information, mais en plus qui portent une donnée. Ici la donnée elle est nulle, et là pour le coup elle est undefined parce qu'elle n'est pas très intéressante. Mais on pourrait par exemple ici avoir juste un success, qui demande une donnée, et on récupère le product et le user. Du coup, derrière, en résultat, qu'est-ce que j'obtiens? Une promesse de tout ça, avec ici un either success, read-only product et user. Donc, je pourrais traiter ici de cette manière-là. Je ferai un either, je ferai un is left, donc est-ce que c'est gauche? Hop, pour ça, il faut quand même que j'aille récupérer le résultat en premier. Result, await
user by product, tout simplement. Mettons des ID aléatoires, c'est pas ce qui importe. Hop. Donc result is left. Et donc dans ce cas-là, ici, on va se retrouver avec, ok, toutes nos erreurs. Not found et product not found et user not found. Donc si on se met dans un else, forcément, on se retrouve avec un result positif. Ici, on a le success. Et donc là, on pourra enchaîner avec quelque chose. On pourra enchaîner directement avec quelque chose qui fonctionne. L'idée, même si on veut, ici, on peut mettre ici plutôt le is right, ce qui nous permettra du coup d'inverser forcément. Ici, on se retrouve avec le left user not found et product not found. Et on se retrouve là avec le either success avec le product. Donc là, on effectuerait nos actions qu'on souhaite. Imaginons que je sois dans un cas où j'ai un peu la flemme d'utiliser tout le temps de faire des if partout, etc., etc. Je veux tout enchaîner et finalement, l'avantage du throw error, c'est que tu reportes l'erreur en disant bon, quelqu'un plus tard s'en chargera. Bah c'est possible. Parce que vu qu'on peut l'identifier, en fait, il y a des outils. Par exemple, on va utiliser ça. On va faire un write async pipe, où du coup on va exécuter cette fonction à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Tac, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop, notre résultat positif. On va retrouver notre user et notre product. Et ici du coup on va pouvoir effectuer nos actions, peu importe ce qu'on va faire. Ici ça nous demande de forcément retourner quelque chose. Du coup ici on pourrait retourner par exemple juste le user. Parce que suite à ça on veut retourner le user. Et ici qu'est-ce qu'on obtient? On y obtient un deeizer left user not found, un deeizer left encore product not found, et là le success avec juste le user. Donc en fait de la même manière qu'un throw error aurait fait remonter la chose, bah là je l'ai fait remonter. Vous voyez ici j'ai pu l'ignorer en fait, pour passer à l'étape d'après en fait ça l'a ignoré. Et là ça a dit ok, on part du principe que si c'est un résultat positif, donc right, donc le success, et ben vous allez pouvoir lancer la fonction qui s'enchaîne derrière. Et donc de cette manière-là, ça a ignoré les deux, mais pour autant, ça les a pas effacés, ils existent toujours. Donc pour son résultat à lui, et ben j'ai pu faire en sorte de conserver les erreurs potentielles. Donc imaginons que je sois dans un contrôleur, j'ai pu enchaîner les fonctions qui justement peuvent, un contrôleur ou un use case, j'ai pu enchaîner les fonctions qui me renvoient des left ou des right, et j'ai pu dire ok, moi je récupère que le right, donc que les résultats positifs pour pouvoir faire mes actions et pouvoir avancer normalement. Et toutes les erreurs, eh ben, elles sont comprises et prises en compte et non ignorées. Et vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'une fois que vous avez ce résultat-là, donc là j'ai un futures, je vais faire tout simplement un await pour l'esquiver. Donc là, j'ai directement tous mes résultats avec le user à la fin. Et ben en fait, dans mon contrôleur, bah, je ferai mon petit if, ou alors je pourrais même faire du pattern matching sur ça, mais on verra plus tard. If, du coup, result, c'est deeizer.is left, et donc je récupère result, encore une fois, result ici, et ben il sera égal à ce qui est à gauche, donc à ce qui est mauvais, donc ici je mettrai des erreurs 400, enfin des erreurs 404, qui sont liées au not found. Et du coup le else, bah, je mettrai une erreur correspondante. Il est là le vrai avantage, c'est qu'en fait, on a le même comportement finalement, on peut réussir à avoir le même comportement positif du throw error, qui est de tout remonter, sauf qu'on ne perd pas le typage, et donc on n'oublie pas que ça peut avoir des erreurs. Je pense qu'on a tout vu à peu près pour voir comment est-ce qu'on remplace les throw errors, mais en réalité évidemment cet exemple, il est peut-être un petit peu trop école, mais il ne remplace pas que les throw errors, il remplace aussi les returns basiques. Avec les success, enfin globalement le right and left, à chaque fois que vous retournez quelque chose, c'est forcément identifiable et donc traitable après l'appel de vos fonctions. Alors le prochain exemple, c'est au sujet du coup de la prévisibilité sur le pattern matching exhaustif. Alors je vous avais donné un premier exemple avec des if-else, où effectivement en fait malheureusement ce qui se passe, bah là on va pouvoir reproduire ce cas-là. Par exemple, on va avoir... Hop, je vais me mettre un petit peu en bas. Alors, on va avoir
une function qui va s'appeler getPermission, par exemple. Ici, on va attendre un user. Et ici, on va avoir donc user. C'est parce que user, tac. User.role est égal admin. Donc return, on va ici avoir read true, on a le droit de lire, et write true. Et ici du coup on va avoir juste un return nul, donc je n'ai aucune permission si je ne suis pas administrateur. Donc rappelons ici, nous avons deux rôles, le admin et le default. Donc ici en fait, assez simple, plutôt maintenable, on va pas se mentir, le code est trop simple pour avoir vraiment beaucoup de complexité, c'est prévisible, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas robuste parce que le jour où, tac, ici j'ajoute un nouveau rôle qui va s'appeler, du coup par exemple, modérateur, tac. Bah ici ça ne me dit rien. Ici j'ai un problème. Dans mon métier, peut-être qu'il y a une spec qui dit bah non, il y a une permission read ou read and write. Et donc en fait finalement rien ne m'a fait dire ok ici il y a quelque chose à changer. Et où est-ce que je dois le changer? Et donc en fait la permission sera nulle. Et donc finalement on a quelque chose dans le changement n'est pas prévisible, surtout n'est pas robuste. N'est pas robuste parce que j'ai pu intégrer un bug métier. Ici, je ne vais pas renvoyer la permission correcte. Donc comment faire en sorte que je puisse y penser finalement, que je sois obligé d'y penser? Parce que là, c'est une fonction parmi tant d'autres. Mais en réalité, dans un projet, la plupart du temps, c'est vraiment en permanence. On en trouve des fonctions comme ça, il y en a des centaines. Il peut y en avoir des centaines. Alors, ici, je vais utiliser un pipe qui fonctionne de la même manière un peu que le writePipe. Donc, je mets un résultat, sauf qu'ici, on s'en fiche que ce soit either ou pas, c'est pas important. Je mets un résultat, et derrière, ce résultat, il se retrouve en argument de la prochaine fonction. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, user, forcément. Ici, je vais utiliser un dPattern. Je vais faire un when. Donc, quand. Ici, du coup, user, c'est un objet. Donc, je vais faire dObject.discrimination. Discriminate. Ici, du coup, je discrimine sur le rôle. Et là, ça me dit admin. Tac, admin, default modérateur. Machin. Donc ici, je dis admin. Et là, vous allez voir, il y a un truc qui casse. Ici, ça me dit... Donc, on va retrouver le user. Ici, ça me dit que c'est never. Donc, en théorie, je n'ai jamais d'utilisateur qui est admin. Vous allez me dire, c'est bizarre, j'ai discriminé là, il y a bien un truc admin. En fait, c'est normal, c'est parce que la structure de notre donnée, elle n'est pas correcte. En fait, en réalité, ce qu'il faut faire pour pouvoir faire de la discrimination, il faut pouvoir les séparer. Donc pour ça, il faut que ça soit pas dans la même structure. Donc dans ce cas-là, je vais créer générique string. Donc là, je vais avoir mon rôle. Et mon rôle, ça sera ça. Et ici, en fait, je vais pas juste créer un donc, interface users. On va avoir. Même, c'est pas une interface, c'est un type. Juste type users. Donc là, on a plusieurs utilisateurs. Donc là, on va avoir admin. Et je ne mets pas le ou à l'intérieur parce qu'il faut pouvoir les séparer. Donc les types d'utilisateurs qui existent, admin. Hop, on va avoir du coup default et notre nouveau modérateur. Donc l'avantage de faire ce genre de structure, c'est que déjà on peut créer des rôles à la volée, voilà, c'est très simple. On le rajoute dans notre union. On va utiliser ça à la place de notre user. Tac. Voilà.
Et l'avantage, c'est que je peux les séparer. C'est-à-dire qu'il y a une structure où il y a vraiment un rôle admin, une structure où il y a vraiment un rôle default, et une structure où il y a vraiment un rôle modérateur. Donc ici, bah, il existe en fait. Maintenant, le type c'est user admin, j'ai pu le discriminer. Hop, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va, du coup, ici c'était read true et write true. Tac, tac, voilà. Donc là, on est correct. Et là, je me dis, comment rendre ça sécurisé? Dit pattern, tac, point, exhaustive. Et là, ça me dit, aïe, bah ici, j'ai une ligne rouge. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que user default, donc ça, c'est la donnée que j'ai en haut, vu que j'ai plusieurs users, il y a user default, admin, etc. User modérateur et pattern result ne sont pas assignables au type juste pattern result. Bon, bah là, ici, j'observe bien que lui, il est bien assignable à ce type-là, mais en fait, c'est parce qu'il y a d'autres types qui sont, eux, pas assignables. Et lui, il me précise ici, bah, on voit bien que user default, bah, il a pas les propriétés de pattern result. Donc, du coup, ici, il m'indique, j'ai une erreur, je n'ai pas besoin de lancer le code, je vois qu'ici, il manque quelque chose, j'ai ajouté des rôles, et ça fonctionne pas. Si, par exemple, ici, je viens supprimer mes utilisateurs avec leur variante, bah, ici, j'ai aucun problème. J'ai plus qu'un type de user. Mais ici, j'en ai plusieurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste répéter admin. On va avoir default. Et lui, le default, il va avoir juste nul. Là, encore une fois, il va me sortir, il va me faire la gueule. Il va me dire, ah bah attends, ici, t'as un nul, ici, t'as un machin. Mais par contre, ah bah oui, user moderator, bah il a pas la bonne propriété. Bon, bah alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va continuer. Tac. Ici, on va mettre moderator. On va avoir uniquement du read, finalement. C'est plutôt logique. Et là, on voit, sortie de notre fonction, on a soit un read, soit un write, soit un nul. Donc en fonction d'utilisateur, ça prend n'importe quel type de user et ça te renvoie le type de fonction, enfin le type de permission qu'il a. Là, je me dis, ok, maintenant, il y a un nouveau rôle qui arrive sur le site, ou peu importe votre application. Je vais l'appeler new role. Et là, la magie, directement, on a notre erreur. Et donc là, dans notre discrimination, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, bah new role. Et là, maintenant, ça me règle mon problème. Parce qu'ici, j'ai capté les deux users différents, le default et le new role. Donc, de cette manière-là, je suis robuste. Car je ne peux pas oublier les endroits où ma donnée est impliquée. Par contre, ça va vous paraître complexe. Mais cette donnée-là, alors déjà, ça demande d'avoir une couche d'abstraction. Vous ne pouvez pas faire ça si vous communiquez directement avec une base de données, à moins que ce soit une base dénormalisée qui autorise un peu n'importe quel type de typage. Pour des bases normalisées, si vous utilisez Prisma ou autre, là vous allez avoir des problèmes parce qu'en fait une base de données n'est pas faite pour renvoyer ce type de données. Donc en fait de toute façon quand vous faites du DDD, donc du Domain Driven Development, vous avez forcément une couche d'abstraction parce que vous passez finalement, vous en foutez de comment ça se passe en technique. Donc du coup, ça demande de votre part une couche d'abstraction. Mais à partir du moment où vous ne faites pas un CRUD, vous avez besoin d'une couche d'abstraction. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec ce genre de choses, bah, je vous propose de vous informer du coup sur le DDD et de suivre des cours sur le sujet. C'est très intéressant, ça vous permettra de créer des applications bien mieux réfléchies et qui seront bien plus scalables. Et là, encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'exemple est assez simple. Ça peut paraître, effectivement, ça fait un peu plus de lignes en réalisation. De toute façon, vous avez bien vu, c'est du copier-coller, hein, globalement. J'ai multiplié la chose et puis j'ai changé ce qu'il fallait. Mais ce qui est important ici, c'est que tout est typé fortement. Ici, je ne peux pas choisir autre chose. Si je mets FFF, n'importe quel rôle, il va me dire qu'il y a une erreur. Ça ne correspond pas, FFF ne correspond pas à ce type-là. Donc en fait, voilà, on est bloqué en fait, finalement. Donc ça permet vraiment d'avoir une très forte, un typage très très fort. Après, il existe d'autres façons de faire du pattern matching. Celle-là est en réalité un petit peu overkill dans notre cas, parce qu'elle est faite pour du pattern matching assez complexe.
parce que là on discrimine uniquement sur une propriété, mais on peut discriminer également sur des shapes. Et donc cette forme-là qui est un peu plus verbeuse peut être légèrement diminuée avec des fonctions un peu plus spécialisées, discriminant directement sur la même propriété. Parce qu'ici on voit qu'on a une répétition, qu'on est toujours sur le rôle. Alors dans le prochain exemple, on va parler du coup des constantes et de la non-variation. Alors c'est un peu particulier parce que pour le coup, vous pouvez pas vraiment le faire sans librairie associée. Bon, c'est un petit peu comme le pattern matching, ou d'ailleurs en fait toutes les solutions là, j'utilise ici Duplo.js Utils qui du coup fournit plein de petites solutions. Alors ce sont des utils, donc ce sont pas du tout des fonctions métiers, mais ce sont des petites fonctions qui résoudent des petits problèmes à leur échelle. Du coup, moi j'ai juste à les combiner pour faire en sorte de faire ce que je souhaite. Et ben, ils ont aussi des solutions pour faire en sorte que on puisse faire uniquement des constantes. Alors, si on y réfléchit bien, pourquoi on a besoin de faire en sorte de ne pas avoir des constantes, mais d'avoir du coup des lets ou des var? C'est parce qu'il y a des cas où en fait on est dans un bloc, comme on peut voir ici, et on a besoin de faire sortir, de faire remonter la variable qui est présente de ce bloc, my var. Tac, on a besoin de la faire sortir et de la faire remonter en dehors du bloc. Égal index. L'exemple est débile, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on a besoin de la faire sortir de ce bloc-là. Et là, ici, c'est un bloc fort, mais en réalité, que ça soit un if ou tout ce qu'on veut, en fait, on a le même problème. On a quelque chose ici, bah, on souhaite le faire remonter, en fait. Bah, pour ça, c'est simple, il existe des solutions. Dans le cadre d'un if, on aurait, je sais pas moi, if, on va utiliser le résultat du dessus. Donc imaginons que notre résultat, ici, il est right, et qu'on souhaite faire en sorte, tac, const value, unwrap, hop, tac, non c'est is right, tac, unwrap, mon résultat. Donc du coup, ici on a tout ce résultat un peu complexe avec tout ce qu'il y a dedans, donc tout ce qui peut nous poser problème. Donc là on a des succès, des machins. Donc là on peut voir, vu qu'on a une multitude de types de users, dans le résultat, tac, dans le résultat qu'on a là, vu qu'on renvoie un résultat ici avec tous les users, ça a multiplié nos users. Donc là on a user admin, success, ça peut être un success avec un user admin, un success avec un user default, un success avec un user moderator ou un success avec un user new role. Du coup en fait là ça c'est un gros avantage, ça nous permet de double pattern matcher dessus, mais bon, dans notre cas ça nous intéresse pas. On va directement récupérer, tac, le résultat avec les variables à l'intérieur, product not found, user not found, ou le product et les users qui ont été trouvés. Donc là, on récupère ce résultat, donc on se dit, ok, là, il est à droite, il est right. Donc là, pour le coup, ça pourrait être n'importe quel type de condition, hein. Ça pourrait être if, son type c'est ça, if, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Là, dans notre cas, on continue dans notre logique avec les outils qui sont mis à disposition. Donc, vu qu'il est right, la monade, bah, je l'unwrap pour récupérer la valeur qui est à l'intérieur. À l'intérieur, je récupère product et user. Sauf que ces valeurs, en fait, je suis dans ce if, mais en réalité, j'aimerais bien qu'on en soit en dehors de ce if. Enfin, d'avoir une variable qui ne prend pas en compte ça, en fait, tout simplement. Et en fait, il faudrait que je la sorte. Donc là, on pourrait faire un let, par exemple, ou ce qu'on souhaite. Et ben, dans ce cas-là, ce qu'on peut utiliser avec les lasers, qui est très compatible, on va utiliser des trucs plutôt généralistes. On va mettre my var et on va avoir when, on va utiliser du coup when, c'est ça. Donc result. Si result il est de droite, attention, il est right, alors je vais unwrap, tout simplement. Ici, du coup, j'obtiens ma valeur, ou alors
j'ai encore ces valeurs-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, elles sont toujours là, ces erreurs existent, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai pu appliquer ma fonction j'ai pu appliquer du coup un unwrap et récupérer les valeurs. Mais par contre, dans les cas où il y a une erreur, et ben ça n'unwrap pas ma valeur et je la conserve telle quelle. Bon là, vous allez me dire, c'est pas très honnête parce qu'en réalité, t'aurais pu quand même. C'est vrai que si ici je fais un. Basiquement, ça je peux le remplacer par un result unwrap. Et ici, je peux mettre un. Enfin, je peux faire. En gros, je peux passer par une ternaire. Sinon, je mets un result. On obtient techniquement le même résultat. En fait, là, c'est vrai que l'exemple est un peu simple, mais ce qu'on pourrait faire ici, par exemple, c'est dire, bah ouais, moi je veux, imaginons récupérer que le user, que ce soit asynchrone, parce que j'ai des actions à faire dessus, que je fasse toutes mes choses comme si j'étais dans un if complet, parce que le ternaire, en fait, je peux que faire récupérer. C'est ça qui est embêtant, c'est que le ternaire, je ne peux que faire récupérer. Tac, non, ici j'ai result. Faut pas l'oublier, ici j'ai mon result. Qu'il faut pas que j'oublie de unwrap result. Tac, ici je récupère mon user. Il y a une manière plus simple de le faire, mais je vous montrerai après. Et là je récupère mon user. Et ici bah, je peux faire des actions. Là ici forcément j'ai un promise. Ou alors un promise de void parce que je renvoie encore rien. Donc ici je vais wait pour dégager mon promise. Ici je vais effectuer mes actions, peu importe lesquelles elles sont. Je sois dans un use case ou tout ce qu'on veut. En fait, on s'en fiche. Mais en fait je peux le faire. L'avantage du ternaire, ou le ternaire je peux juste effectuer mon action. Je peux juste en fait faire une réassignation, ce qu'on appelle un map. Ce qui n'est pas forcément très intéressant. Là, je peux vraiment effectuer mes actions comme si j'étais dans un if, j'ouvre vraiment une fonction, et là, je peux faire plein de choses à l'intérieur. Et ça va effectuer toutes ces actions-là, et puis le résultat sera remonté, et là, je récupère juste mes users. Il est là l'avantage. Donc là, c'est un peu verbeux, mais en fait, ce qui existe, vu que là, on est avec des Aether, tout est bien fourni, on peut juste tout simplement faire un Aether. When is right, voilà. Et là en fait je n'ai même plus besoin d'unwrap. Tac. Ici, hop, mince. Je récupère, je mets ah oui mince. My bad, faut pas que j'oublie. Result. Tac. User. Et là, en fait, elle est directement récupérée. Vu que je suis dans un cas où le when est déjà équipé avec le isWrite, il m'unwrap directement ma valeur, et puis je retourne directement et j'obtiens du coup le même résultat. Donc ici, encore une fois, je peux effectuer les actions que je souhaite, comme si j'étais dans un if, et ma variable est remontée à l'état, du coup à l'étage du dessus, et ça permet de ne pas avoir de mutation en fait. Là, je n'ai pas besoin de faire changer l'état d'une variable. Là, je n'ai pas de problème à faire en fait ce que je souhaite. Et donc, qui dit pas de variation, dit du coup pas de mutation, dit du coup prévisibilité à fond, quoi. C'est ça l'idée. Là, cette variable, elle est prévisible, hein. Elle ne peut pas être autre chose que ça. Le typage est vraiment correct et fort. Là, il n'y a pas moyen que je puisse me tromper. En fait, il existe le même principe pour les boucles, parce que c'est vrai que là c'est un exemple pour le if, mais les boucles aussi, elles ont le même problème. Les boucles for et while, elles ont ce souci que si on veut faire sortir des variables, ce qui arrive tout le temps, soyons honnêtes, ça arrive tout le temps, et on se casse les pieds à devoir créer une variable qu'on va muter au fur et à mesure. Et ça c'est ultra méga problématique. Du coup, en fait, en général, on peut utiliser un reduce pour remplacer les boucles for, très utile. Donc là, en fait, on a le reduce, ça va créer un... Si j'utilise le reduce natif, j'ai plusieurs éléments. Imaginons que j'ai un nul. Et là, voilà, sinon j'ai des strings. Test, tac. Voilà, ici je fais point reduce. Et là, du coup, j'ai, je sais pas, j'ai mes valeurs. Ici, on détermine la valeur de fin. On va dire qu'on a juste une string. On doit vérifier chacune des valeurs et on doit
réussir à faire en sorte que finalement j'arrive à éliminer le nul. Bon, je pourrais passer par un filter, c'est vrai. Mais parfois on peut être dans des cas où notre tableau contient des valeurs qu'on ne souhaite pas affilier ou qui stoppent l'exécution. Et là, dans ce cas-là, c'est super, c'est vraiment très très embêtant. On est obligé de définir nul. Imaginons qu'on contienne un nul, on veut s'arrêter. Dans ce cas-là, bah là en fait, on est obligé de faire un nul ou string. Là, du coup, on est dans ce cas-là. Ici, on va récupérer notre valeur cumulative, la valeur courante. Ici, on ferait un return, du coup, tac, de ACC, donc c'est la valeur, l'ancienne valeur, plus, on veut un plus comme ça pour rigoler, tac, la valeur, donc là, en fait, elles vont s'additionner, les valeurs, on va les différencier. Mais le problème, c'est qu'ici, j'obtiens un nul. Bon, là, il passe parce qu'en fait, nul, techniquement, ça peut se coercer. Mais dans le cas où on est dans un nul, en fait, bah, moi, je veux que la boucle s'arrête. On peut pas l'arrêter. On a ce problème-là. Donc là, je voulais te faire un value est égal nul. Dans ce cas-là, je return nul. Voilà, pas de souci. Et là, du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est un ACC ou est égal nul, ou la valeur courante est égale nul. Et du coup, de cette manière-là, ça va skipper, mais du coup, ça va quand même s'exécuter. Alors que là, ici, on aurait voulu que ça s'arrête. Et on aurait voulu que ça s'arrête. Bon, on a réussi à faire en sorte de faire remonter. Grâce au reduce, en fait, la valeur cumulative, eh ben, elle va être remontée. Donc là, on n'a pas besoin d'utiliser de boucle for, c'est génial. Pareil pour un map, c'est le même principe. Sauf que là, on est dans un cas où, en fait, on aimerait bien que ça s'arrête. Et ben, il existe du coup une boucle reduce dans laquelle on peut faire en sorte que ça s'arrête. Mais évidemment, elle n'est pas native à JavaScript. Donc, on va utiliser pour ça un pipe. On va utiliser result reduce pipe myvar. Non. On va du coup faire notre petit tableau. Test, nul, test 1, voilà. Ici, on va utiliser d.array radius. Hop. Ici, on va dire qu'on start par une string. Et là, oui, la valeur de start se met, c'est quand même plus logique, se met en avant ici. Et là, on a plusieurs choses. On a un objet, on a last value, qui est la dernière valeur transmise. Ensuite, on a next, exit, et donc là, on voit l'intérêt. Et là, on a element, qui est l'élément courant. Donc là, en fait, tout simplement, if element, hop, ici, je vais mettre un contrat pour faire en sorte que ça se passe un peu mieux. Tac, array.reduce from. Tac, ici, on va mettre nul ou string. Et là, on met une string vide. Ici, donc, l'élément courant, il est soit nul, soit string. Donc, si l'élément, on va mettre égal à nul, est égal nul, on va return exit nul. Et du coup, au contraire, on va juste return next. Et là, on a juste à mettre notre last value et on le coercise avec, on l'interpole, excusez-moi, avec notre élément qui est forcément une string. Et donc voilà, de cette manière, on a réussi à faire en sorte de faire remonter. Donc là, on n'a plus qu'un string ou un nul. Et en plus, on a réussi à stopper le cours du reduce dans des cas où les valeurs n'étaient pas en accord avec notre besoin métier, tout simplement. Et donc, encore une fois, je n'ai que des constantes ici. Je n'ai pas de variables. En fait, ce qui va faire varier mes variables, ce sont les fonctions qui, elles, supportent qui, elles, en leur sein, vont en fait donner aux fonctions des valeurs différentes par rapport à l'itération d'avant, mais à aucun moment je vais avoir une assignation et
une assignation à une variable qui du coup a pour but d'être changée par un bloc inférieur. Non, parce que tout est remonté au bloc supérieur. Et donc ça c'est pour remplacer pour le coup une boucle for, parce que la boucle for possède, n'oublions pas, le break et le continue. Et ben là, le continue c'est le next, et le break c'est l'exit. Mais il existe aussi un moyen de remplacer les boucles while, évidemment. Avec le même principe. Donc là, pour une boucle while, ça va être un loop, tout simplement. Là, il me faut mes param. Là, je vais avoir du coup un loop params. Et je vais définir ici, par exemple, string. String, c'est bien. Voilà. Ici, dans loop params, du coup, soit j'ai un loop output next result ou un loop output exit result. Donc très simple finalement, c'est le même principe. Ici, on va avoir exit, ici, on va avoir next, et ici, on va avoir, si je me souviens bien, alors le count à quel tour on est, et on va avoir le previous output. Très intéressant aussi celui-là. En fait, previous output est de par défaut undefined. Donc ici, on pourrait avoir const current value est égal previous output, ou alors une valeur par défaut. Default value. Du coup, là, on arrive à avoir toujours une string, évidemment, parce que là, c'est string ou undefined. Donc, au premier tour, vu qu'on a une valeur qui est undefined, bah, elle se met automatiquement en default value. Et ici, peu importe ce qu'on va faire, hein, on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Bah, là, ici, on pourrait faire un next, return next. Et donc là, j'aurai un string ou undefined, parce que je peux redéfinir une valeur en remettant un undefined tout court, mais je pourrais mettre ici, par exemple, un nul. Ici, du coup, en next, on met nul. Et sinon, ici, je return et je vais exit. Et si j'exit, en fait, je peux mettre n'importe quel type de valeur, test par exemple. Ici, ça me met ça ou undefined. Du coup, ça fait un loop exit à test. Et là, ici, je vois que la seule valeur que j'ai en exit, c'est ma valeur test. Mais je pourrais très bien prendre la current value et la mettre ici. Et ici, par exemple, je pourrais avoir quelque chose de cumulatif, où dedans on met, je sais pas moi, le $count, donc le nombre de tours. On va mettre la current value. Donc là, qu'est-ce qui se passerait? Imaginons que on va faire un count. Tant que count est inférieur à 10 par exemple. Tant que count est inférieur à 10, on va next. Et donc là, on va prendre la valeur courante, on va mettre le comptage. Et du coup, ça va se relancer. Dès qu'on sera au-dessus de 10, on mettra le current value. En fait, ça va s'incrémenter tout simplement en utilisant la valeur d'avant, la previous value. Au début, ce sera default value avec le count. Donc là, on aura default value 0. Ensuite, on aura en seconde valeur, on aura du coup default value avec la valeur d'avant. Du coup, ça fera... Enfin bref, vous avez compris, ça va s'additionner, s'ajouter, et ça va tourner en rond. Et de cette manière-là, on va pouvoir avoir une boucle stable, où encore une fois, on a... Ah, du coup, c'est plutôt un result loop. Donc je disais, on va avoir une boucle stable dans laquelle on n'aura aucune variante de notre... aucune variable, donc aucune mutation, donc aucun problème, et n'importe quand on va pouvoir l'arrêter. Et pour terminer les exemples, on a ensuite comment faire en sorte de diminuer la quantité de tests unitaires. Alors là, l'astuce, elle est toute bête. En fait, elle repose sur la bonne structure de nos données. Par exemple, ici, on va avoir une fonction qui va s'appeler delete_user. Voilà, qui va prendre en entrée un user. Donc ici, vous aurez tendance à mettre un users complet. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ici, vous ferez un if user. Alors, le pire à faire,
c'est de faire comme j'ai fait au-dessus, c'est de mettre des ID. Ça, c'est le pire du chez pire. Parce que du coup, on a les opérations à faire. Aller chercher, faire un if, etc., etc. Parce que là, du coup, de cette manière-là, ces lignes-là, bah, faut qu'elles soient testées. Parce que ça, c'est une règle, du coup, que vous n'avez pas imposée par le typage. Résultat, c'est une ligne en plus, donc une condition qui ne peut se tester uniquement qu'à travers un test unitaire. Donc là, malheureusement, vous avez besoin d'un test pour ça, un test pour ça, et un test pour arriver là. Donc vous avez 3 tests pour ça. Moi, je propose une fonction ici. Donc si de base, vous le faites comme vous le faites là, bah, du coup, point role est égal admin, alors je return un divisor.error. Enfin bref, vous avez, on va mettre un fail, tac, vous avez l'astuce. Voilà. Et là, du coup, vous pouvez pas supprimer un utilisateur qui est administrateur. Mais là, encore une fois, bah, ça, je vais devoir le tester. Ça, c'est obligé. En fait, si vous êtes malin, ce que vous faites, c'est que vous faites un user, tout simplement, admin. Du coup, non, excusez-moi, c'est l'inverse. Du coup, on va faire plutôt tac. Voilà. Du coup, bah, votre user, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas administrateur. Donc du coup ici, je peux effectuer mon action, donc database.user.delete, hop, user, hop, .id. Et là en fait cette fonction-là, bah, je n'ai même pas besoin, en fait, vous voyez, je n'ai même pas besoin de la test. Enfin, oui, je vais avoir un test qui va vérifier à la limite que ça exécute bien cette fonction, mais là le test commence à devenir un petit peu absurde. En fait, vous remarquez bien ici qu'avec cette manière-là, quand vous structurez bien votre donnée, vous diminuez la quantité de tests. Mais du coup, la difficulté maintenant, c'est de comment faire en sorte que cette fonction-là, bah, ça soit tout le temps, ça soit bien avec ça que je l'appelle. Bah, en fait, vous faites une fonction de vérification. Il vous faut déclarer une autre fonction qui, par exemple, s'appelle... Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Je vais laisser le modérateur. Voilà. On va créer une fonction qui va s'appeler is... Je sais pas, par exemple, user is admin. On va accepter ici n'importe quel type de user, donc users. Et là ici, je mettrai un users. On va mettre un générique. Hop, pour rendre vraiment cette fonction très intéressante. Générique user, extend de users. Ici vous mettez ça, ici vous mettez user is hop, xcloud. Pas vu que j'en ai qu'un seul. Non, c'est plutôt extract. Ouais, extract c'est plus intéressant. Tac. Je prends mes génériques et j'extrais uniquement le user. Évidemment, vous pouvez tout variabiliser. C'est-à-dire que moi, je rappelle user avec admin derrière, mais derrière, en fait, le plus intéressant, c'est de créer un type admin user, par exemple. Et vous faites ça pour chacun des rôles et vous le mettez dans l'union. Ça, c'est plus intéressant, forcément. Tac. Donc, du coup, ici, j'ai plus qu'à extraire admin user. Bon, ici c'est tout bête, hein, j'ai juste à faire un return user.role est égal admin. Et donc là, ici par exemple, si je déclare const user est égal, on va la déclarer comme ça, déclare. Et là ici je mets juste un users. Voilà. Bah, quand je vais utiliser ma variable, ici, on voit bien qu'elle est de tout type de user, donc je le récupère de la base de données, c'est comme ça. Bah, en fait, si je veux appeler le delete user, il va me dire, ah, hop, admin user n'est pas assignable à ce type-là, donc je ne peux pas delete un admin user. Donc déjà, vous avez mis une barrière sur laquelle, donc cette fonction ne peut pas appeler d'admin user, déjà, donc vous ne pouvez pas delete. Donc vous avez créé un preflight, vous avez créé une fonction qui se protège elle-même de ce qu'elle n'a pas le droit de faire, et en plus, qui demande beaucoup moins de tests unitaires. Donc,
pour passer en amont, pour passer dans cette fonction-là, je vais te faire un if, par exemple. J'utiliserai un when, mais c'est plus simple avec un if, on va dire ça. User. Donc si c'est un admin user, et ben j'inverse, moi je ne veux pas que ce soit un admin user. Et ben là, tac, pouf, là ça marche. Parce qu'en amont, j'ai vérifié qu'il ne pouvait pas être un admin user, donc il a été retiré. Ici j'extrais uniquement ce qui est admin user, mais là vu que je suis dans l'inverse, si je fais ça, bah là il n'y a plus qu'un admin user. Ici je suis plus qu'un admin user. Mais si j'inverse ma condition, forcément, bah je suis l'inverse. Donc je suis le reste des rôles. Et donc là, ma fonction a marché. Et donc en fait, vous avez déporté la responsabilité. C'est-à-dire que votre use case qui était delete user, vous êtes dit, attends, moi de savoir si c'est un admin, en fait c'est pas ma responsabilité. Moi ce que j'accepte c'est tout sauf un admin. Donc en fait ça va être à la partie technique de dire, ok je vais devoir appeler mes fonctions. Ah attends mais cette fonction là, ah ouais ok en fait la fonction, bah elle est appelable uniquement si c'est pas un user, enfin uniquement si c'est pas un admin. Bah dans ce cas là, bon bah allez je fais une vérif d'abord que c'est pas un admin. Là vous allez me dire, oui bon en fait du coup ça revient à la même chose, vous allez devoir tester la partie technique. En fait déjà l'avantage c'est que ce if admin use, enfin ce if role user, déjà lui il aura son test, et peu importe où vous allez utiliser cette condition-là, finalement, vous allez avoir qu'un seul test qui mutualise tous les autres tests, vous auriez dû vérifier en amont le rôle de l'utilisateur. Donc là, si j'ai plusieurs fonctions, entre guillemets, delete user, ou là, ça serait, je sais pas, moi, ça serait rename user, par exemple, et ben en fait, cette fonction rename user, ça marche pas sur un admin, et ben, je vais, finalement, au lieu de refaire une condition, if, truc, machin, et ben là, j'ai déjà ma fonction qui fait la condition, mais en dehors de la fonction. Donc voilà, je disais, donc ça déporte la responsabilité, et du coup, ça la déporte à qui? À cette fonction-là, qui a son propre test, et qui mutualise les tests des autres. Donc là, déjà, j'ai déjà diminué le test de 1. Vous voyez, de cette manière-là, d'une donnée. Mais là, c'est répétable à tous les niveaux, partout, à toutes les échelles. Du coup, c'est un très très gros avantage. Mais du coup, les tests pour l'implémentation, dans tous les cas, il aurait fallu les faire. Parce que si votre fonction, elle vous renvoyait que bah, du coup c'est un user admin et que c'était échoué, bah, le if il se retrouvait pas en amont de la fonction. Le if il se retrouvait avec le résultat de la fonction. Et du coup, dans tous les cas, il fallait faire un traitement différent. Bah, vu qu'il fallait faire un traitement différent, bah, autant économiser les tests au niveau de notre métier. Bon voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ça me paraît déjà plutôt pas mal. Il y a pas mal de notions, je suis désolé, j'ai essayé de synthétiser, mais entre les concepts de programmation fonctionnelle et les concepts de robustesse, en fait les deux sont complètement liés, parce que la programmation fonctionnelle, c'est un paradigme de lui-même qui est robuste en fait. Donc, et d'ailleurs vous devez le remarquer, alors si vous êtes développeur Java, par exemple il y a la monade optional qui fait son apparition, qui vient de Scala, et ben en fait finalement les paradigmes orientés objets s'inspirent de plus en plus des paradigmes fonctionnels. Donc, même si ça vous paraît un peu alambiqué et bizarre ce que je vous ai montré aujourd'hui, n'oubliez pas que de toute façon, ça va envahir votre monde. C'est inévitable.